Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Nous allons aborder un sujet qui me fâche beaucoup, la longueur des manuscrits. Bien sûr, je plaisante quand je dis que c'est un sujet qui me fâche, mais couper sur mes romans n'est pas ma plus grande passion. Pourtant, lorsqu'on est une ou un overwriter, c'est-à-dire lorsqu'on a tendance à écrire plus que nécessaire, savoir couper et raccourcir ses textes est presque une nécessité si on a l'intention d'être publié en maison d'édition. J'ai souvent entendu qu'il y a deux types d'auteurs. Ceux qui écrivent des premiers jets trop longs, les overwriters, et ceux qui écrivent des premiers jets trop courts, les underwriters. Durant la phase réécriture et correction, les overwriters auront à couper sur leur texte, alors que les underwriters auront à ajouter de l'épaisseur à leur histoire. Du plus loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours été une overwriter, j'ai toujours écrit des premiers jets très longs. Même lorsque j'étais à l'école, j'ai toujours écrit des dissertations, des commentaires de texte très longs aussi. J'admets quand même, en termes d'écriture de premiers jets, que c'est moins pire qu'avant. Maintenant, mes premiers jets ont une longueur plutôt raisonnable, je dirais. Qui sait, peut-être que dans quelques années, j'aurai atteint l'équilibre parfait entre les underwriters et les overwriters et j'aurai à peine à couper dans mes textes durant la partie réécriture et correction. Qui sait? En tout cas, c'est mon objectif. J'espère pouvoir atteindre ce niveau un jour. Mais pour en revenir au sujet de la vidéo, aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes trucs et les astuces que j'ai apprises au fil du temps pour couper dans mes textes. Au début, j'avais énormément de difficultés à faire ça. Mais au fil des ans, j'ai amassé plein de connaissances qui ont rendu ce travail un petit peu moins fastidieux. Maintenant, j'arrive facilement à enlever jusqu'à 30 000 mots dans mes manuscrits, alors que je sais qu'il y a quelques années, enlever ne serait-ce que 10 000 mots dans un texte, ça me demandait énormément de travail. Alors avant de commencer, je pense que je devrais d'abord vous expliquer pourquoi c'est important de savoir couper dans ses textes lorsqu'on est auteur. Bah oui, on peut très bien se dire, ok, mon roman est très long, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire avoir un roman trop long? Eh bien, il faut savoir que dans le monde de l'édition, il y a certaines conventions implicites en ce qui concerne la taille moyenne d'un roman. Bien sûr, ces conventions changent en fonction du public cible et aussi en fonction du genre littéraire dans lequel on écrit. Par exemple, un roman pour enfants sera généralement plus court qu'un roman pour adultes, mais de manière générale, ces conventions sont respectées dans tout le monde éditorial francophone, voire même anglophone, puisque ce sont des conventions très proches. Si vous allez sur les sites web de quelques maisons d'édition, vous verrez que plusieurs d'entre elles indique la longueur maximum et minimum des manuscrits qu'elles souhaitent recevoir. Je pense que la plupart du temps, elles demandent entre 50 000 et 100 000 mots pour les romans. Dans le monde de l'édition, 50 000 mots est considéré comme étant une taille plutôt standard pour un roman, quoique un peu court, et 100 000 mots c'est considéré comme étant un roman quand même assez long. Je dirais que la meilleure longueur pour un roman actuellement c'est autour de 70 000 mots, 90 000 mots. Si la longueur de votre roman se situe entre 70 000 mots et 90 000 mots, vous pouvez être tranquille, la plupart des maisons d'édition acceptent les romans de cette taille. Plus de 90 000 mots, et là on s'aventure sur un terrain un peu dangereux puisque plusieurs maisons d'édition pourraient considérer ça un peu trop long. Bien évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, ces conventions changent en fonction du public cible et en fonction du genre littéraire. Un roman de fantasy sera en moyenne un petit peu plus long. La plupart des romans de fantasy tournent plutôt autour de 90 000, 120 000 mots. Mais même en fantasy, si vous souhaitez être publié par une maison d'édition et si vous êtes primo-romancier ou primo-romancière, je vous conseille de rester plus dans les 90 000 mots et d'éviter de monter dans les 100 000 mots parce que les éditeurs sont de plus en plus frileux vis-à-vis des longs romans. Même dans la littérature de genre, même dans la fantasy, la science-fiction, etc. Ce que je trouve plutôt triste d'ailleurs, même si c'est compréhensible, mais ça c'est sans doute un sujet pour une autre vidéo. Maintenant que cela est dit, en 3 points, pourquoi est-ce donc important de savoir couper dans ces textes? Eh bien premièrement, les maisons d'édition auront plus tendance à refuser un roman trop long. Donc même si votre roman est très bon, il y a beaucoup de chances qu'il soit refusé s'il est considéré trop long. Aussi, si votre roman est très long, il est possible que votre éditeur vous demande de le raccourcir même après avoir accepté de vous publier. Donc c'est quelque chose qu'il est quand même bon de savoir faire parce qu'à un moment donné, il vous sera sans doute demandé de couper un petit peu
dans votre texte. Deuxièmement, raccourcir un roman peut vous aider aussi à améliorer le texte. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais en fait, raccourcir un roman peut vous aider à rendre votre texte mieux rythmé, plus efficace aussi. Quand on dit qu'un roman est long, on ne parle pas forcément toujours du nombre de mots ou du nombre de pages. Parfois, on parle aussi de la structure du roman qui peut donner l'impression qu'il y a des longueurs dans le texte. Aussi, quand on parle de roman long, on peut parler du style d'écriture. Un style d'écriture qui peut donner une impression de lourdeur. Donc savoir raccourcir notre roman à nouveau peut nous aider à améliorer le style d'écriture de notre texte. Et enfin, troisième raison d'apprendre à couper sur ces textes, un roman long coûte généralement plus cher à produire qu'un roman court, que ce soit en auto-édition ou en édition traditionnelle. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les éditeurs sont de plus en plus frileux vis-à-vis des longs romans. Et donc, comme les romans longs sont plus coûteux à produire, ils sont aussi généralement vendus plus cher. Si on est primo-romancier ou primo-romancière, ça peut être plus difficile de convaincre des lecteurs de nous lire si notre roman est très long et en plus de ça très cher. Maintenant que tout ça est dit, maintenant qu'on sait pourquoi ça peut être intéressant de savoir couper dans ces textes, pourquoi c'est même important de savoir faire ça, comment on fait? Alors il faut savoir que généralement lorsqu'on corrige un roman, donc une fois qu'on a écrit le premier jet, lorsqu'on passe à la phase réécriture et correction, on passe par deux étapes. La première, les révisions structurelles. Donc durant cette étape, on regarde si notre roman fonctionne à un niveau structurel, c'est-à-dire si l'intrigue et le développement des personnages sont cohérents, si le monde qu'on a construit a du sens, si on n'a pas oublié des informations importantes, s'il n'y a pas de grosses incohérences, si nos scènes et l'enchaînement des scènes est efficace, s'il y a suffisamment de conflits, d'obstacles, de tensions, bref, on regarde si à un niveau structurel notre histoire fonctionne. Après l'étape de révision structurelle, il y a généralement l'étape de révision stylistique. Là, on se concentre plutôt sur comment on dit les choses. Donc sur les tournures de phrases, sur les figures de style, sur les répétitions, sur comment on raconte notre histoire. Et durant ces deux grandes étapes, il est possible de couper sur son roman. Durant les révisions structurelles, on peut tailler dans son texte de manière conséquente. Voici les choses auxquelles on peut faire attention pour rendre notre histoire plus efficace et aussi pour enlever le superflu. Alors premièrement, le nombre de scènes et de battements narratifs. Les questions qu'on peut se poser ici, c'est y a-t-il trop d'événements dans l'histoire? Est-ce qu'il y a trop de battements narratifs ou est-ce que ces battements narratifs sont répétitifs? Est-il possible de combiner certains événements de l'histoire? Ces questions-là me permettent toujours d'enlever énormément de mots dans mes manuscrits. Un gros problème que j'avais lorsque j'étais plus jeune et auquel je fais encore face de temps en temps maintenant que je suis plus âgée, c'est qu'il y a souvent trop d'événements dans mes histoires. Pour que mes personnages arrivent d'un point A à un point B, il y a souvent beaucoup trop d'étapes, beaucoup trop de battements narratifs. Et certaines de ces étapes sont parfois répétitives. En combinant certains événements dans mes histoires, en enlevant ceux qui sont superflus, je peux comme ça assez facilement enlever des mots dans mes manuscrits, raccourcir mon texte. Et en plus de ça, ça rend souvent mes histoires beaucoup plus efficaces et ça améliore aussi le rythme de mes romans. Une autre chose à laquelle on peut faire attention durant les révisions structurelles, c'est les dialogues. Ça, c'est très important. Une question cruciale qu'on peut se poser est-il nécessaire d'avoir un dialogue ici ou est-ce que ce ne serait pas plus efficace et plus pratique de résumer l'échange dans la narration? On peut aussi se demander, ce dialogue sert-il l'histoire et les personnages? Donc est-ce que ce dialogue ajoute quelque chose à l'ambiance, permet d'en savoir plus sur les personnages, permet de mieux comprendre le développement des personnages? Un jour, j'ai entendu Elisabeth von Harburg, une autrice québécoise avec une très longue carrière, dire que les dialogues excessifs sont généralement le signe d'un auteur débutant. Les dialogues fonctionnent mieux lorsqu'ils permettent d'en savoir plus sur les personnages. Ce ne sont pas de très bons outils pour expliquer l'intrigue et pour expliquer ce qui se passe dans l'histoire. Donc bien sûr, on peut se servir des dialogues pour expliquer des choses importantes au lecteur et pour que les personnages eux-mêmes apprennent des choses importantes, mais ce n'est pas la meilleure manière de le faire. Donc si vous voyez une manière plus efficace et plus intéressante de transmettre certaines informations, je vous conseille d'enlever les dialogues et de le faire différemment. Autre chose à laquelle on peut faire attention durant les révisions structurelles, c'est les infodumps. Et j'ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur les infodumps, je mettrai le lien quelque part en haut et aussi dans la description. Pour éviter les infodumps, on peut se demander, les lecteurs ont-ils besoin de connaître ces informations et sont-elles utiles pour l'avancement / la compréhension de l'intrigue? Aussi, avons-nous déjà dit ces informations au lecteur mais différemment? Et est-il vraiment nécessaire de les répéter? Ça, c'est une autre question assez importante qu'on peut se poser pour éviter d'être tout le temps en train de donner trop d'informations. Et enfin,
Ça, c'est un élément très difficile à réviser, mais ça peut nous aider, ça peut nous permettre d'enlever beaucoup de texte dans notre manuscrit, et c'est les personnages inutiles. Donc là, on peut se demander, ces personnages sont-ils vraiment utiles au livre? Ont-ils un but? Ce but sert-il l'intrigue ou le thème de l'histoire? Et est-ce que ces personnages sont irremplaçables? Avant de regarder vos personnages principaux, avant de regarder les personnages que vous croyez être les plus importants dans votre roman, je vous conseille de regarder les personnages secondaires et les personnages qui n'ont qu'une ou deux apparitions. Par exemple, vos personnages ont besoin d'une information, ils croisent quelqu'un dans la rue, ils demandent à cette personne « Ok, est-ce que tu peux m'aider ?» Là, on peut se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre manière pour le personnage d'apprendre cette information? Ça, c'est le genre de questions qu'on peut se poser pour couper les personnages inutiles. Mais je sais que c'est très difficile à faire. J'ai beaucoup de mal à enlever des personnages dans mes histoires, même les personnages secondaires. Je sais que c'est l'un de mes problèmes. Donc je sais que ça peut être très difficile, mais si on a un manuscrit beaucoup trop long, qu'à un niveau structurel, ça fonctionne pas trop, regardez les personnages, regardez leur utilité dans l'histoire, regardez si tous les personnages sont irremplaçables. Ça peut être une bonne manière de couper sur son texte et de renforcer la structure de son histoire. Hello, c'est Mélodie du montage. Je voulais juste ajouter ici une petite partie sur les descriptions, parce que je me rends compte que je n'en ai pas parlé, alors que beaucoup de personnes peuvent avoir du mal à gérer les descriptions spécifiquement, ce qui peut créer des longueurs dans leur roman. Je traite les descriptions de la même manière que les infodumps, en me demandant à chaque fois, est-ce que j'ai besoin de dire ça ici? Est-ce que j'ai besoin de transmettre cette information au lecteur là, maintenant, dans l'histoire? Est-ce que c'est utile pour la bonne compréhension de l'histoire? Est-ce que ça permet vraiment de créer une ambiance dans le roman, ou est-ce que c'est juste l'information superflue? Après, si j'ai le sentiment que j'ai toujours trop de descriptions, ce que je fais, c'est que je lis mes chapitres à voix haute. Et là, je me rends souvent compte qu'il y a trop de descriptions, et je remarque à ce moment-là assez vite les endroits où je devrais en enlever. Il est un petit peu plus difficile d'enlever du texte lorsqu'on est dans des révisions stylistiques, mais ce n'est pas impossible. On peut couper les mots inutiles. Donc ici, je parle des adverbes et des adjectifs qui ne sont pas nécessaires, et je pense surtout au pléonasme. Par exemple, si on écrit les personnages chuchotent doucement, ou alors ils achèvent quelque chose complètement. Ici, on peut voir que doucement et complètement ne sont peut-être pas utile. On peut aussi enlever les répétitions. Alors ça, c'est un problème que j'avais beaucoup par le passé, c'est que j'avais tendance à répéter la même chose mais de deux manières différentes dans un même paragraphe. Durant les corrections éditoriales de la respiration du ciel, mon éditrice m'a fait remarquer que répéter deux fois la même chose mais de deux manières différentes dans un même paragraphe, ça va affaiblir la première phrase et alourdir le texte. Ça ne veut pas dire que dans toutes circonstances, ce genre de répétition est mauvais. Il y a certains contextes, certaines circonstances où ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de répétition, mais souvent ce n'est pas utile. Durant les révisions stylistiques, on peut aussi accorder une attention toute particulière aux verbes de parole. Les verbes de parole, ce sont les verbes qu'on met à la fin des lignes de dialogue. Donc par exemple, dit-il, s'écria-t-il, exprima-t-il. Le plus souvent, si vous avez bien géré vos dialogues, vous vous rendrez compte que la plupart des verbes de parole ne sont pas utiles. Expliquer le ton de voix des personnages n'est aussi pas toujours utile. Donc par exemple, de dire dit-il avec énervement. Le fait que le personnage est énervé, ça va s'entendre dans la ligne de dialogue. On devrait pouvoir deviner avec le contexte que le personnage est énervé. L'utilisation des verbes de parole, c'est aussi quelque chose que j'essaie personnellement de perfectionner. J'ai vraiment réalisé en faisant très attention à ça au cours des dernières années que la plupart du temps, en fait, on n'a pas vraiment besoin de verbes de parole, et ça permet de couper pas mal sur son texte si on enlève beaucoup de verbes de parole. Une autre chose à laquelle on peut faire attention, le remplissage. Donc par remplissage, je parle ici des mots très, peut-être, presque, vraiment. Si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous avez dû remarquer qu'à l'oral, j'utilise beaucoup ces mots-là. Dans mes histoires, j'essaie de ne pas trop en utiliser. Si comme moi, vous avez tendance à les utiliser à outrance sans vous en rendre compte, essayez de vous demander pourquoi l'adjectif que vous avez décidé d'employer n'est pas assez fort tout seul, et pourquoi vous avez besoin de venir le nuancer ou le renforcer avec ces mots-là. Pourquoi, par exemple, vous avez besoin de dire « il est très gentil ». Est-ce que dire simplement « il est gentil » ne fonctionnerait pas?
Et enfin, on peut aussi réduire les filtres durant les révisions stylistiques. Donc au lieu de dire il entendit les oiseaux chanter, on peut dire les oiseaux chantaient, point. Ce n'est pas toujours plus efficace, tout dépend bien évidemment du contexte, du point de vue et aussi de l'effet que vous souhaitez produire sur les lecteurs. Mais dans beaucoup de cas, couper ce filtre entre les sensations du personnage et la narration va améliorer votre description et va rendre votre texte beaucoup plus accrocheur et vivant. Petit bonus, j'ai réalisé au cours des dernières années qu'on peut aussi raccourcir entre guillemets son texte avec la mise en page. Et là, je ne parle pas de la taille de la police ou de la largeur des interlignes. Je parle plutôt des bons espaces typographiques. J'ai constaté que Word et Scrivener vont compter plus ou moins de mots si on n'utilise pas les bons espaces typographiques. Vérifiez donc toujours que vous utilisez bien les espaces insécables où on a besoin d'espaces insécables, les espaces fines là où on a besoin d'espaces fines. Il m'est arrivé pendant que je travaillais sur l'une des premières versions de la semeuse de vent d'enlever jusqu'à 5000 mots juste en corrigeant les espaces dans mon manuscrit. Donc ça peut être très intéressant. J'ai la chance d'avoir Antidote et avec Antidote il y a une fonction qui permet donc de corriger tous les espaces dans son document juste en appuyant sur un bouton. Si vous n'avez pas Antidote, malheureusement il faudra le faire à la main, ce qui peut prendre énormément de temps, donc à ce moment-là ne vous foulez pas. Là juste pour 5000 mots ça vaut sans doute pas la peine. Mais si vous avez Antidote, c'est une astuce que j'ai découvert il y a quelques années, ça fonctionne vraiment bien. Le logiciel de traitement de texte se rend compte qu'il y a moins de mots dans mon manuscrit qu'il le croyait. Autre astuce, essayez d'utiliser la bonne ponctuation aussi. Assurez-vous d'utiliser les bons signes de ponctuation, de bien les employer là où ils doivent être utilisés avec les bons espaces typographiques. De cette façon, il m'est arrivé, comme je vous l'ai dit, de réussir à couper jusqu'à 5000 mots dans mes manuscrits. Après, je ne sais pas si ça fonctionne pour tout le monde, je ne sais pas si ça fonctionne avec tous les logiciels de traitement de texte non plus. Pour finir, dites-vous que la meilleure manière de couper dans un texte est d'être intentionnel. Pourquoi ai-je décidé de dire ça ici et de le dire ainsi? C'est vraiment la question lorsqu'on est dans la phase correction. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de dire ça ici et pourquoi j'ai décidé de le dire de cette manière? Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure manière de le dire? En vous posant cette question, vous verrez très vite qu'en écriture, tous les choix sont bons du moment que ces choix sont réfléchis et intentionnels. Vous pouvez avoir des répétitions, vous pouvez utiliser des filtres, du moment bien sûr que vous savez pourquoi vous avez décidé de le faire. Si on reprend l'exemple du « il est très gentil », selon le contexte, selon l'effet que vous avez envie de produire chez les lecteurs, dire « il est très gentil » plutôt que « il est gentil » peut être la meilleure chose à faire. Peut-être qu'ici, vous avez besoin d'insister sur le fait que le personnage est exceptionnellement gentil. Et c'est pour ça que « très » est important dans cette phrase-là. Donc tout est vraiment une question de choix et d'intention. Et vous, êtes-vous plutôt un overrider ou un underrider? Et est-ce que vous connaissiez ces termes avant d'avoir regardé cette vidéo? Si vous avez regardé jusqu'ici, merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en la likant et en laissant dans les commentaires, tiens, en laissant cet emoji là dans les commentaires. J'ai vu d'autres youtubeurs faire ça. Je vais voir si ça fonctionne, si je vous demande de le faire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien tout le monde et à très vite. Bye!